Lucien Bouchard, dans la tempête du non, ni raciste ni sexiste se défend-il. La marche de Farrakhan et la solidarité d'un demi-million d'hommes noirs. Le Québec Gold, abondant et de qualité en 95. Le téléjournal avec Bernard de Rome. Bonsoir, mesdames et messieurs. Oui, Lucien Bouchard rencontre ses premières difficultés depuis qu'il occupe l'avant-scène dans le comité du oui. Vous allez voir qu'il est ébranlé ce soir. Sa déclaration de samedi à propos des femmes, de la dénatalité, de la race blanche, eh bien, ça suscite toutes sortes de protestations. Une occasion que le non cherche à récupérer pour freiner ce qu'on appelle l'effet Bouchard dans la campagne référendaire. Lynn Pagé va nous rappeler les faits et les différentes interprétations qui en sont données. Ce soir, à Drummondville, secoué après une dure journée, Lucien Bouchard avait peine à cacher son émotion. Je savais que je serais une cible. Vous direz que je suis prêt à payer ce prix-là si c'est pour nous aider à voter oui le 30 octobre. Tout a commencé samedi à Anjou. Devant 250 femmes, Lucien Bouchard parlait de la difficulté pour les femmes de concilier leur rôle d'épouse, de mère et leur vie professionnelle. Un défi compliqué, disait-il, à cause des politiques familiales déficientes. Pensez-vous que ça a du bon sens qu'on ait si peu d'enfants au Québec? On est une des races blanches qui a le moins d'enfants, ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire quelque chose, ça aussi. Ça veut dire qu'on n'a pas réglé les problèmes familiaux, qu'on n'a pas établi une politique familiale. Les ténors du non ont multiplié les interprétations de cette déclaration du chef bloquiste. To be kept barefoot and pregnant. Pieds nus, enceintes, enchaînés au fourneau, voilà comment Lucien Bouchard voit les femmes, soutient le chef du camp du non. Évidemment, Lucien Bouchard, il semble avoir trouvé une solution pour les femmes, là. À la maison, faire des enfants. Insulting, degrading, humiliating. L'épouse de Daniel Johnson, elle, a trouvé les propos de M. Bouchard insultants, dégradants et humiliants. Le camp du non a aussi attaqué une autre déclaration de Lucien Bouchard dimanche sur l'importance du vote des femmes. Ce sont les femmes qui ont porté l'avenir du Québec. Et aujourd'hui, il leur revient de le décider. Lourde responsabilité. Le pays est sur vos épaules. Moi, je m'excuse, mais ça, je le prends pas non plus. Selon ses leaders fédéralistes, le camp du oui essaie de culpabiliser les femmes. Une vieille recette, disent-elles, que les souverainistes utilisent dans leur publicité et leurs tracts. Ce qu'on dit, là, c'est on peut-tu réajuster le discours, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut réajuster le discours? Le tract qui dit oui à la confiance plutôt qu'à la peur, oui à la solidarité plutôt qu'à la mesquinerie. Nous autres, les femmes du non, ça nous touche. La présidente de la Fédération des femmes du Québec affirme qu'il s'agit d'une campagne de dénigrement envers Lucien Bouchard. Elle, qui milite pour le oui, avoue toutefois que le chef bloquiste s'est aventuré en terrain glissant. Il ne faut pas mélanger politique familiale, avec laquelle n'importe quelle femme va être d'accord, et politique nataliste, ce qui nous cause quelques boutons, disons. À la Chambre des communes, le chef du Bloc québécois a été pris à partie. Il dit que ses adversaires vont trop loin. Quand ils déforment de la façon dont on vient le faire, les propos que j'ai tenus samedi. Est-ce que les Québécois, Monsieur le Président, ce sont des gens de race blanche? Il y a des Québécois de toutes les couleurs, de toutes les religions. Lucien Bouchard explique que l'expression « race blanche » est un terme technique en démographie. S'il y a quelqu'un qui n'est pas sexiste, qui n'est pas raciste, c'est moi. Le premier ministre Parizeau s'est porté à sa défense. Comment voulez-vous qu'on l'appelle? La race pâle? Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, j'ai regardé les mots. Je comprends pas. Je comprends pas. Là, c'est pas... Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de choquant, à moins qu'on vraiment cherche les puces, là. Ce qu'on retient de l'offensive des fédéralistes, c'est que plus que jamais, Lucien Bouchard est devenu l'homme à battre. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est scruté à la loupe. Lynn Pagé à Montréal. Cette affaire-là, elle a rebondi ce soir à Sainte-Foy. Le non y a tenu une assemblée publique, en fait l'une des plus importantes depuis le début de la campagne dans la région de Québec. 1500 personnes au total. Voici ce que Gilles Morin vient de nous faire parvenir. Les militants du camp du non sont stimulés et les militantes sont choquées par les propos de Lucien Bouchard. Ils étaient plus de 1500 partisans à Québec pour entendre leur leader condamner les propos du chef du Bloc québécois. La députée de Jean Talon, Marguerite Delisle, a sonné la charge. Eh bien, Monsieur Bouchard, j'ai un petit secret pour vous. Les femmes du Québec ne feront pas d'enfants par patriotisme. Ils vont le faire par amour.
et en toute liberté de choix. Les femmes disent non à la menace, au chantage, à la séduction sans lendemain, d'ajouter la députée de Jean Talon. Ces remarques ont été suivies d'une critique d'une militante venue du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La vision rétrograde de M. Bouchard du rôle de la femme dans notre société nous fait reculer de plusieurs générations et nie tout le progrès accompli par les femmes. On ne reviendra pas à la revanche des berceaux. Sans le dire ouvertement, les stratèges fédéralistes aimeraient créer le même effet que le mouvement des Yvettes en 80 à la suite d'une déclaration controversée de Lise Payette et surtout en retirer les mêmes dividendes qui ont suivi au référendum. D'ailleurs, les ténors du camp du non ne se font pas prier pour emboîter le pas aux dénonciations des femmes. Et depuis quand on a à rendre compte à qui que ce soit des décisions d'avoir ou de ne pas avoir des enfants? On n'est pas rendu là quand même. À la suite de toutes ces critiques, le chef du camp du non n'a pas jugé utile d'en rajouter. Daniel Johnson s'est adressé aux femmes pour qu'elles rejettent le projet de souveraineté parce qu'il pourrait provoquer, selon lui, la perte de leur emploi. Alors que ce sont les emplois dont on sait que très souvent sont occupés par les femmes. Comme deuxième emploi familial, trop souvent. Un emploi à temps partiel. Il faudra attendre quelques jours avant de connaître l'impact de la contre-offensive des femmes du camp du non contre Lucien Bouchard. Gilles Morin, à Québec. Il reste que cette histoire-là n'a pas empêché le oui de poursuivre son blitz auprès de la clientèle féminine. Le premier ministre parisois a affirmé devant 500 partisans du oui que les préoccupations des femmes avaient toujours été plus satisfaites par le gouvernement du Québec que par celui d'Ottawa. Et puis il a aussi sommé le sénateur Jacques Hébert de se rétracter pour ses propos injurieux à l'endroit de la politicologue Josée Legault. Les précisions de Christine Saint-Pierre. Le camp du oui continue son opération charme auprès de l'électorat féminin. En soirée, le premier ministre Parizeau assistait à un spectacle organisé par des artistes souverainistes. J'ai appris il y a 2 jours que j'étais une vache séparatiste. Le camp fédéraliste a fourni au camp du oui des munitions inattendues. La semaine dernière, à un dîner de Cité Libre, le sénateur Jacques Hébert a traité la politologue Josée Legault de vache séparatiste. J'ai été très insultée, j'ai été outrée. Et à l'âge de 35 ans, pour moi, c'était une révolution de me faire traiter de vache dans un endroit public. Une insulte que le camp du oui a vite récupérée. Et au brunch des femmes pour la souveraineté, on distribuait aux femmes des autocollants. Les femmes du oui somment le sénateur de se rétracter. Ce langage n'a de place nulle part dans une société. La récupération de l'insulte du sénateur a eu son effet. Les militantes du oui se disent personnellement insultées. J'aurais jamais pensé que M. Hébert aurait dit une pareille chose. Mais dans le camp du non aussi, les propos du sénateur ont été condamnés. Dans toute la société, des goujats, il y en a partout. Alors, ce que le sénateur Hébert a dit, pour nous, on trouve ça déplorable. Aux communes, le premier ministre chrétien a tenté d'excuser le sénateur Hébert. Tout le monde fait des erreurs. Peut-être que le sénateur en a fait une à ce moment-là. J'en ai fait moi aussi. Le premier ministre Parizeau a qualifié d'arrogants les propos du sénateur. Mais son discours destiné aux femmes a surtout porté sur les conséquences d'un non. À son avis, voter non signifie un virage à droite, un virage dont les femmes feront les frais parce que le gouvernement chrétien s'apprête à couper dans les programmes sociaux. Un mouvement, dit-il, bien amorcé ailleurs au Canada. Le Canada du non a fait ses choix de société. Et ils ne sont pas à l'image du Québec. La politologue Josée Legault dit qu'elle n'a pas été consultée, mais elle n'est pas offusquée que le camp du oui ait récupéré la gaffe du sénateur Hébert. D'ailleurs, pour le camp du oui, il s'agit d'une riposte inespérée pour contrer les attaques du camp du non à l'endroit de Lucien Bouchard. Christine Saint-Pierre, à Montréal. Bon, et depuis ce soir, il y a un autre joueur, c'est Preston Manning, le chef du Parti réformiste qui est au Québec et qui fait le grand saut dans cette campagne. C'est à Pierrefonds, en banlieue ouest de Montréal, qu'il vient défendre sa vision d'un Canada après le non. Il y a là-bas 150 militants, des anglophones pour la plupart, et Patrice Roy également est sur place. Comme dans le reste du Canada, les assemblées du Parti de la Réforme commencent toujours de la même façon. Au Canada, terre de... Ils étaient venus une centaine entendre le chef du parti, Preston Manning, livrer 2 messages aux Québécois. D'abord, un non n'est pas un oui au statu quo.
Si la majorité des Québécois votent non le 30 octobre, je crois que nous pouvons persuader le reste du Canada qu'en disant non, le Québec rejette la séparation et le statu quo. Mais si les Québécois décident de voter oui, dans le reste du Canada, avertit Preston Manning, cela voudra dire la séparation pure et simple. Par ailleurs, Preston Manning est convaincu que le reste du Canada est aussi insatisfait que le Québec de la fédération actuelle. Je perçois qu'il y a de nombreux Québécois mécontentés. Et pour Lise Maheu, la principale organisatrice du parti au Québec, les promesses de Manning ne peuvent être comparées à celles de Pierre Elliott Trudeau en 1980. Malheureusement, les politiciens comme M. Trudeau ont trahi la confiance des Québécois. Mais M. Manning n'est pas un politicien traditionnel. Le Parti réformiste dit avoir 1500 membres au Québec et des organisations dans au moins 12 comtés. Beaucoup d'anglophones et quelques militants du Parti conservateur, par exemple, déçus par les dernières années. La population n'est pas du tout prête maintenant, au moment, n'est plus prête à accepter, devrais-je dire, les vieux partis. Preston Manning fera campagne 2 jours au Québec, à Montréal et dans la région de Sherbrooke. Il espère à tout le moins que son message sera entendu par quelques Québécois. Patrice Roy, à Pierrefonds. Une étude d'un spécialiste américain des relations commerciales entre les États-Unis et le Canada conclut que l'indépendance du Québec provoquerait des soubresauts économiques certains. L'auteur Charles E. Roth du Centre d'études stratégiques internationales de Washington précise que Québec devrait renégocier son adhésion à l'ALENA, au Pacte de l'auto et à l'Organisation mondiale du commerce. Les termes et les clauses de ces ententes seraient nécessairement différents, dit-il. M. Roth ajoute que le meilleur scénario, finalement, pour les États-Unis serait que le Québec et le Canada s'entendent pour reconduire avec le moins de changements possible leurs relations économiques et commerciales actuelles. Bon, finalement, et c'est le cas de le dire, finalement, le point final au débat des chefs à la télévision qui n'aura pas lieu. Les représentants du oui et ceux du non n'ont pu s'entendre avec le consortium des télédiffuseurs qui avait fixé à aujourd'hui la toute dernière date pour la préparation d'un débat avant que ne débute, c'est-à-dire dimanche prochain, le vote par anticipation, donc pas de débat. Tonight, Lucien Bouchard is forced on the defensive, and parents worry about changes at the Lakeshore School Board. Newswatch with Lynn Desjardins. Good evening. Just 2 weeks to go now until referendum day in Quebec. And tonight's big story on the campaign trail has Lucien Bouchard's bubble burst. Bouchard is under fire for a statement he made last weekend, a statement that managed to offend ethnic Quebecers and women at the same time. Lynn Robson reports. 600 yes voters, all women, all cheering for Jacques Parizeau and Lucien Bouchard. They came to show their sovereignist colors and for the showcase of Quebec talent. This was supposed to cap off a weekend of hard work for sovereignists, a 3-day blitz to attract women voters. But instead, it became a day of explaining. Just what did Lucien Bouchard mean when he said this? On est une des races blanches qui a le moins d'enfants, ça n'a pas de bon sens. We are one of the white races with the fewest children. It makes no sense, he says. The comment's been called sexist and racist. Me, a racist? Me, a sexist? That's ridiculous. Today, Bouchard said he chose his words badly. I really intended to use a technical term. There was absolutely no bias or no prejudice in my mind. Parizeau says Bouchard was only explaining the pro-family policy as described in the Sovereignist Handbook. But for God's sake, is a cherished memory of his. Il faut être plutôt blanc que coloré. Il faut être français certainement que parler l'anglais. The Prime Minister said, according to Bouchard, a Quebecer has to be white rather than colored, French rather than English. Offended and angry, Bouchard said Chrétien was twisting what he had said. In a speech on Saturday, in full rhetorical flight, Bouchard got right into a long-standing sensitive issue in Quebec.
the issue of long-term survival of French Quebec in terms of an extremely low birth rate among French-speaking Quebecers. Regardez la démographie que nous avons. Pensez-vous que ça a du bon sens d'avoir une démographie comme la nôtre? Pensez-vous que ça a du bon sens qu'on ait si peu d'enfants au Québec? On est une des races blanches qui a le moins d'enfants, ça n'a pas de bon sens. The matter of white race raises obvious questions as to whether one has to be white to be a Quebecer. Bouchard offers an explanation, not an apology. It happens that most of the Quebec population is of a white race. This is a technical term. Bouchard's suggestion Quebec women should have more babies has provoked an even greater outcry. Bouchard says it is the no side which has taken his remarks about lack of adequate daycare out of context to portray him as a sexist. The no side is trying to make a big deal of something that does not exist. They're trying to portray me as a racist. Me, a racist? Me, a sexist? That's ridiculous. But the implication will not fly. The sovereignists have been trying hard to improve their lot among women voters, among ethnic voters. Like a lot of politicians before him, Bouchard is saying that the so-called controversy stems from 30 seconds of a long speech. Bouchard already knows it's turned into a long 30 seconds. He is hoping it doesn't turn into a costly 30 seconds. Jason Moskowitz, CBC News, Ottawa. Bouchard's comments dominated the federal campaign in Quebec as well. Daniel Johnson's wife, usually traveling at his side, has always been a silent campaigner until now. Can I just ask you, what was your interpretation of what Mr. Bouchard was saying? That we don't make enough babies. How do you find that kind of a statement? Insulting, degrading, humiliating. More angry reaction from Fatima Hu de Pépin, the Liberals' immigration critic. J'ai été profondément choquée. I was profoundly outraged, she says, by Bouchard's divisive remarks. If that outrage spreads, it could be costly to the Sovereignist campaign. It learned that lesson 15 years ago. The 1980 referendum. Another Sovereignist made a remark offensive to many women, and this was the result. The Yvette movement, a mass mobilization of Federalist women, mass damage to the Sovereignist campaign. Could it happen again? Back to 1995 and a gathering of women supporting the yes side. Federalists, this woman says, are trying to make mileage out of nothing, a tiny phrase taken out of context. But Sovereignists are making mileage of their own about something else. And it involved this woman, Josée Legault, a well-known Sovereignist political scientist, who found herself last week sharing a table with a Liberal Senator, Jacques Hébert. He said to his friend in a loud voice, this is the separatist cow I was telling you about. And the result, cow stickers making their way onto Sovereignist lapels and onto placards of demonstrators. Clearly, Quebec women have found themselves at the center of this campaign. They've been targeted by both sides, but particularly by the Sovereignists. Jacques Parizeau. Jacques Parizeau has mounted an intensive campaign for their support, with speeches promising equality for women after sovereignty, and rallies like this one tonight in downtown Montreal. Polls have shown that far fewer Quebec women are prepared to vote yes than are men. Both sides in the campaign understand their support is vital, and if Sovereignists are to have any chance of winning, they must convince thousands of Quebec women to change their minds. Tom Kennedy, CBC News, Montreal. There will be no televised debate between the leaders of the yes and no campaigns. The final decision on that was made tonight after the two sides failed to agree on a format. 2-1. But the report also says that independent Quebec would have to negotiate its own entry into the North American Free Trade Agreement and would probably lose some of the benefits it now enjoys. And a final referendum note tonight. Jacques Parizeau and Daniel Johnson have canceled plans for a face-to-face televised referendum debate. The decision to scrap their proposed debate came today after weeks of fruitless negotiations. Still to come in tonight's news, historic march towards a new future. Black American men gather for a day of reflection and a pledge of unity. Also, besoin de payer le salaire des sénateurs à Ottawa. Madame Josée Legault, chroniqueur au devoir et politologue. Josée Legault est en fait devenue carrément la vedette du jour chez les souverainistes. Un peu partout, on distribue des macarons pour rappeler la déclaration du sénateur Hébert, qui continue manifestement de faire des vagues.
Si vous me trouvez une femme au Québec qui accepterait de se faire traiter de vache, qu'elle soit séparatiste ou fédéraliste, amenez-la moi. Je trouve que c'est quelqu'un qui est attardé pour dire une chose pareille, je dirais. C'est presque ridicule. Quoi qu'il en soit, les deux camps en sont clairement maintenant à établir qui, du oui ou du non, sera le... Directly on Lucien Bouchard. He remains the most popular politician in Quebec, and hammering away at him like this is risky. But with the race so tight and so much at stake, it's a risk Federalists have decided to take. Tom Kennedy, CBC News, Laval. Liberal Senator Jacques Hébert apologized today for a comment he made to José Legault, a prominent Yes supporter. Hébert said he's deeply sorry for referring to Legault as a separatist cow. And yet another apology, this one from Bloc Québécois MP Suzanne Tremblay. She appeared to suggest that a Radio-Canada reporter might not know Quebec history since the reporter spoke with a European accent. Later, Tremblay said she was sorry if she caused any offense. Finance Minister Paul Martin today warned of staggering economic consequences if Quebecers vote to separate. But sovereigntists say some of the numbers Martin tossed out were just plain ridiculous. Here's our chief political correspondent, Jason Moskowitz. Paul Martin said he came to Quebec City to deal with facts and consequences of a yes vote. According to the Minister of Finance, an independent Quebec's deficit would be 4 times higher than it is now. A sovereign Quebec, he warned, could forget about using the Canadian dollar. There will be no formal monetary union between a separate Quebec and Canada. Quebec's use of the Canadian dollar will be at risk. This could well lead to the creation of a Quebec dollar. Martin said a sovereign Quebec would be so isolated from Canada's trading partners that close to 1 million jobs would be in jeopardy. Almost 1 million jobs. After his speech, Martin was asked about his high figure of jobs that would be in jeopardy in a sovereign Quebec. And the number is one that is clearly established by the facts. Martin was also asked if his speech could be seen as the deployment of scare tactics. If stating the facts as they are scares people, then maybe people ought to pay attention to the facts. Last week, for Mr. Johnson, it was slightly below 100,000. So next week, I suppose we're aiming at 10 million. But I must recall the tenors of the no, that there are only 3,200,000 jobs in Quebec. Past that point, they'll have to import unemployed. Federalists have been concerned that Lucien Bouchard doesn't say very much about sovereignty in any of his speeches. They've been wondering how far his emotional appeal can carry the yes side. Paul Martin's hard-hitting speech was designed to get Quebecers to focus on what the federal government considers some of the harsh realities of voting yes. But Martin's talk of the possibility of 1 million jobs being lost in Quebec will now be used by the sovereignists for their own political ends. Jason Moskowitz, CBC News, Quebec City. Speaking directly to Quebec women, the Yes camp is hoping that Bouchard's gaffe, what they like to call a tempest in a teapot, will be pushed out of the minds of women voters. Lynn Robson, CBC News, Gatineau. En tout cas, quelle que soit leur opinion sur la question référendaire, n'embarqueront pas là, dans toutes sortes de campagnes alternatives. Il faut dire que Lucien Bouchard a subi les foudres du camp du non. Si ça continue comme ça, il n'y a pas personne du camp du oui qui sortira de cette campagne référendaire sans être affublé, l'un du terme de menteur, Mme Legault de ce qu'on sait, moi maintenant de raciste et de sexiste, qui est l'insulte suprême, qui est la chose la plus odieuse qu'on puisse dire de quelqu'un. Mais Marcel Massé en a rajouté, attaquant à la fois le PQ et le Bloc québécois. Vous vous rappelez, Lionel Groulx, l'appel de la race? Ils ont indiqué leurs racines et ils devraient avoir honte d'être des racistes. Pour sa part, Daniel Johnson met en doute la position de la Fédération des femmes. Mme David, sans pas se rendre compte que le poste qu'elle occupe doit transcender les luttes partisanes. Aujourd'hui, le camp du oui croit avoir mis un point final à la controverse soulevée par les déclarations du chef du Bloc québécois. Déjà, les discours engagés de Lucien Bouchard ont remplacé les mises au point, les explications.
Lucien Bouchard a mis de côté la défensive en espérant que la controverse mourra d'elle-même. Sylvain Drapeau, TVA, à Montréal. Et du côté du Bloc québécois, c'est la députée Suzanne Tremblay qui a mis le mouvement souverainiste dans l'embarras, et 2 fois plutôt qu'une, sur une question d'une journaliste au sujet des chiffres avancés par la députée sur la simulation des francophones hors Québec. Suzanne Tremblay a interrogé la journaliste sur ses origines. Puis en Chambre, la députée s'est permise de faire une blague sur l'assimilation des francophones, une blague qui est tombée à plat. Le compte-rendu de Yves Bellavance. Le jour du référendum approchant, le Bloc québécois joue maintenant une corde sensible, soit le sort des francophones hors Québec. Suzanne Tremblay est revenue à son ancien métier de pédagogue devant les médias pour faire la démonstration qu'en dépit de la Constitution de 1982, les francophones hors Québec s'assimilent faute d'éducation et de services fédéraux dans leur langue. En Saskatchewan, il y a seulement 2 des francophones qui ont accès à une école homogène en français. Interrogée sur les chiffres qu'elle avançait par une journaliste francophone, Mme Tremblay lui a posé cette question. Si vous savez votre histoire un peu, mais avec votre accent et votre langue, peut-être que vous n'étiez pas québécoise au début, là. Avez-vous étudié l'histoire du Québec? Oui. Bon. Par la suite, la députée a présenté des excuses. J'ai déjà présenté mes excuses à Mme Napier, si ça a pu lui faire de la peine ou l'insulter ou faire quoi que ce soit. Aux communes, Mme Tremblay est revenue à la charge sur l'assimilation des francophones, se permettant même de blaguer sur ce sujet. Mais il y en a juste 640 000 qui utilisent la langue française à la maison. Donc, qui sont de langue française. Qui sont en assimilation. Qui sont assimilés. Pouf, les francophones! Jean Chrétien n'a pas du tout apprécié que le Bloc multiplie les questions et les sarcasmes sur l'assimilation francophone. Est-ce que les députés francophones au Québec pourraient se lever en chambre pour prouver qu'il y en a encore des francophones au Québec? Décidément, la campagne référendaire échauffe les esprits. Yves Bellavance, TVA, Ottawa. Le sondage donne 13 points d'avance au oui. La marge d'erreur est de 3,8 %. Un sondage qui en laisse plusieurs sceptiques, nous dit Lucie Tremblay. C'est bien connu, les politiciens n'aiment pas les sondages et hésitent à les commenter. Voici le peu qu'avait à dire Jean Charest sur celui de ce matin. Le dernier discours puis le dernier sondage aura lieu le 30 octobre prochain. Il faut dire que son camp, le camp du non, a perdu des points. Au Québec, le non récolte 50,3 % des votes et le oui, 49,7 %. Ces résultats sont ceux qu'on obtient après avoir réparti de façon proportionnelle les 13,6 % d'indécis. À la fin septembre, il y a 3 semaines, le non récoltait. And I mean, we're not meant just to stay home and have babies. You know, we are career women and we can do both. The leader of the No campaign has characterized the birth rate comments as bizarre in the context of the referendum. He's into magic and fantasy land, this is another example. He does not come prepared. He does not read stuff. He doesn't know what he's talking about. Lucien Bouchard regrets losing a day of campaigning, and gaining the momentum he had last week will be difficult because No supporters, especially women, don't plan to drop this issue. Scott Lurie, CTV News, Laval, Quebec. With me from Montreal, lawyer, broadcaster Jean Lapierre. Jean, as a radio talk show host and the popular one in Quebec, what are your listeners telling you about this supposed gaffe by Lucien Bouchard? Well, I must say that we only talk to francophones of race blanche, but today no woman felt insulted by Lucien Bouchard's remark, quite the contrary. And I must say that this phenomena hasn't really, on the substance, I don't think it has affected the campaign whatsoever. Well, is this St. Lucien getting away with it then, as you see it? No, if you looked at it in a national perspective, if Preston Manning had said the same, he'd probably be resigning tonight. But if you look at it in the aquarium of Quebec francophones, nobody felt insulted. But on the campaign as a whole, I think it has had a major effect because it has killed the momentum that Lucien Bouchard had, because for the last 2 or 3 days, he's been on the defensive. So that has had a tactical effect, but I don't think it'll stick to him because of the substance of it. So putting that in perspective now, how do you see the campaign at this stage then, as of today, given this tactical gaffe by Bouchard? Well, the fact that he's been on the defensive for the last 3 days has probably made the upswing or the momentum, killed the momentum, so they've probably peaked by now, but we'll see that in the next couple of days. But now they have to restart their campaign, and it's never easy. Thanks very much, John. Thank you.
Another Quebec politician who found himself in trouble for some intemperate remarks now says he's sorry. Senator Jacques Hébert, a strong federalist, publicly apologized to José Legault, a prominent Yes supporter and television commentator, for calling her a separatist cow. In a letter to Ms. Legault today, Hébert called the remark absolutely unacceptable and said he was deeply distressed and sorry for it. A new Quebec referendum poll was released today, and it gives neither Federalists nor Separatists any reason for complacency. The SOM organization poll of 1,000 people in the province was completed yesterday, and it gives the no side a razor-thin lead over the yes side. The poll shows the noes with 43.4% of the decided vote, and the yes side with 42.9%. About 13.5% remain undecided. The poll has a margin of error of about 4 percentage points. It also shows that support for the yes side has declined slightly from the surge it enjoyed when Lucien Bouchard took over the leadership of the campaign. Well, even if the Federalists win the referendum, it appears likely a majority of Quebec Francophones will vote in favor of sovereignty. And this has caused some concerns about a post-referendum backlash against non-Francophones in the province. Some disturbing signs of tension have already started to appear. CTV's Rosemary Thompson reports. Day one of the campaign, Jacques Parizeau was working the crowd. At the same event, a radical newspaper is being handed out, telling French-speaking Quebecers that if they don't win the referendum, they should blame it on immigrants and Anglophones. It even incites anger against minorities. 3 Bloc Québécois MPs placed ads in the newspaper. Michel Davio regrets it. When they say that we should not respect the vote of the Anglophone or non-Francophone of Quebec, it hurts me because my wife's Anglophone. My wife was born in Nova Scotia, and she has the right to vote. English rights groups denounced the article. The separatist side, the we side, has to take a very, very firm decision as to whether or not this is part of their thinking or not. They either have to make a decision that we are all Quebecers or we're not all Quebecers, or we're equal or we're not equal. Bloc Québécois leader Lucien Bouchard condemned it as well. Whatever happens, whatever will be the decision at the end of October, we'll be together, we'll live together, we'll work together, we'll talk together. So we have to be careful. But the question of who is a real Quebecer resurfaced again in Ottawa when a Bloc Québécois MP suggested a CBC French reporter wasn't a real Quebecer because she doesn't speak French with a Quebec accent. Mais avec votre accent et votre langue, peut-être vous n'étiez pas québécoise au début, là. But by your accent, maybe you weren't a Quebecer in the beginning. Have you ever studied Quebec history? Later, Suzanne Tremblay apologized for her remarks. J'ai déjà présenté mes excuses à Mme Napier. Polls suggest a very tight race with a clear majority of Francophones supporting sovereignty. But they may not win because of the Anglophone and immigrant vote, an issue that's becoming politically charged as referendum day approaches. Rosemary Thompson, CTV News, Montreal. And still to come. Le jour aujourd'hui, cette fois, il s'agit des anglophones pour le oui. Ses membres estiment que la souveraineté est nécessaire pour protéger les acquis sociaux. Certains affirment... CBC News, Quebec City. Some details now on a new poll released today. 43.6% of those surveyed said they'll vote yes in the referendum. 42.6% said they'll vote no. Another 14% were either undecided or refused to answer. CROP, which conducted the poll, says undecided voters are more likely to wind up voting no. And if that's factored in, the no side actually comes out ahead. A little over 1,000 Quebecers were polled between October the 13th and the 16th. The latest polls have given a boost to the yes campaigners. They believe they're on a roll, and as Tom Kennedy reports, they're quick to match the no campaign, jibe for jibe. Québec séparé. While Jean Chrétien spoke, Lucien Bouchard listened in a radio station about 100 or so kilometers away, then reacted angrily. Chantage de ces menaces. Just threats and blackmail, he said. Canada will negotiate after a yes vote. Chrétien will have to send somebody. Then in the evening, a rally. Hundreds of people, more tough words. Chrétien tells us if we vote yes, we won't have any more Quebec prime ministers, he says. Qui ne répondront qu'à nous. But finally, he says, we will have leaders who will respond to us. As for Bouchard's ally, the premier campaigned in Montreal, where he met hundreds of students, crammed into a room at the University of Montreal. Le Québec souverain, il vous appartient.
sovereignty, Jacques Parizeau told his young audience, it belongs to you. He then focused once again on the issue of this week, Quebec women, saying he dreams of the day they will make up half the cabinet. It was at that moment that this happened. A student leader shouldered the premier aside. Bomb scare, he said. Empty the room. Minutes later, the premier continued speaking out on the sidewalk and gave the students his recipe for victory. Each and every one of you, he said, must convince one undecided Quebecer. If you succeed, so will sovereignty. That message and poll results, they have some Quebec Federalists worried. And Daniel Johnson tried to drag the campaign back to what he feels is the key issue. We're into sexism, racism. I mean, all these tremendously dangerous buzzwords are flying around. Meanwhile, nobody's paying attention to the fact that by voting yes, we're going to lose 100,000 jobs. But with all the attention going to Lucien Bouchard, are Quebecers listening? Well, tonight, several thousand Quebec business people got together. Many speakers, one cold, sober message. Jean Charest, Progressive Conservative leader. It's not magic, he said, that built Quebec. The real cost of separation will be steep. Mr. Bouchard, he said, as an orator, bravo. But as an economist... Comme économiste, zéro. A powerful message with an audience to back it up. But the sheer number of people here shows that after 2.5 weeks of this campaign, a large chunk of Quebec's business community is worried. The federal campaigners hope that at the last minute, when Quebecers are getting ready to vote, they'll remember this evening, they'll remember the warnings, and they'll say no. Tom Kennedy, CBC News, Montreal. From south of the border today, a high-profile comment on the consequences of a yes vote. U.S. Secretary of State Warren Christopher suggested cross-border relations would change if Quebec separates. Very carefully cultivated our ties with Canada, and they've been very responsive in connection with all those ties. And I think we shouldn't take for granted that a different kind of organization would be just obviously have exactly the same kind of ties. I say I don't want it. Christopher's comment was obviously not just off the cuff. His officials had called Canadian reporters to make sure they'd be there to hear the statement made just before Christopher's meeting with Foreign Affairs Minister André Ouellet. Ouellet had a significant statement of his own. Du camp du non s'en est pris à Lucien Bouchard qui réclame un mandat fort le 30 octobre. Qu'ils le disent que la négociation, c'est pas pour garder le dollar canadien. Et là, si on l'appuie, ça va être fort et clair. Qu'ils le disent que c'est pour qu'on perde le passeport canadien. Et là, si les gens l'appuient, le mandat va être clair. Le mandat va être clair si Lucien Bouchard est clair. À 11 jours du vote, Daniel Johnson cherche à recentrer sa campagne en ciblant ses attaques sur les conséquences de la souveraineté. Bernard Plante, TVA, à Montréal. Et justement, les gens d'affaires du Québec continuent d'être majoritairement en faveur du non. Un sondage réalisé par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante montre que 65 % des dirigeants des PME québécoises favorisent le non, alors que 35 % choisissent plutôt le oui. 4 500 des 17 000 membres de l'organisme ont accepté de répondre au sondage. C'est possible et est-ce que c'est faisable? Et c'est évident que les 30 dernières années de parlotte constitutionnelle nous conduisent à conclure que non, c'est pas faisable. On ne peut pas changer le régime, lui apporter des changements qui soient dans le sens de nos aspirations et de nos revendications. C'est infaisable. Il faut le reconnaître. Pourquoi le passé? C'est pas garant d'avenir, Mme Foulard. Premièrement, il s'agit... écoutez, le principe même de la société distincte, c'est un principe que l'on défend et qu'on va continuer de défendre. Oui, mais votre propre parti n'a jamais réussi à l'avoir. Oui, c'est vrai. C'est acquis. Et il y a des discussions qui s'en viennent avec des positions qui s'en viennent en 97. Mais quand on parle de parlotte, la question que l'on pose, là, le 30, là, hein, c'est est-ce que oui ou non vous voulez avoir un pays souverain? Et après ça, on tombe dans une offre de partenariat dont on ne connaît pas le contenu, dont on ne connaît pas le traité. Fait que comme parlotte et de discussion... D'accord. Alors, brève réplique là-dessus de Monique Simard avant de passer à une autre question. Alors, d'abord, pas demander d'être notre identité, puis on a juste à l'affirmer. C'est ce qu'on fait depuis 35 ans maintenant, mais je regrette, on est obligé à l'occasion d'aller à la Cour suprême pour demander la permission pour quelques affaires. Donc ça, notamment dans des domaines qui sont extrêmement stratégiques au plan de l'identité, je le rappelle, les communications, surtout dans cette ère moderne-là, je trouve ça effrayant d'entendre des propos comme ceux-là. D'autre part, ce que nous sommes est le résultat d'une affirmation
qui est maintenant le résultat de Jean Lesage, de Daniel Johnson père, c'est vrai, de l'avènement du nationalisme moderne québécois qui aujourd'hui évolue naturellement vers ça. Et c'est pas qu'on n'a pas essayé. Il y a des gens de bonne foi qui ont essayé de réformer le fédéralisme et c'est un échec. Alors, je vous interromps pour revenir au sujet de notre émission que M. Delisle, j'imagine, va reprendre. M. Delisle est professeur d'anglais au cégep de Jonquière, à la polyvalente de Jonquière. De Jonquière, oui. Mais la question, je l'adresse à Mme Simard. Je ne suis pas convaincu qu'un Québec indépendant va pouvoir protéger la langue française. Je pense que je suis d'accord avec M. Charest. La première porte d'entrée pour la protection de la culture québécoise, ça va passer par le Canada. Maintenant, écoutez, si on devient un pays de 6 millions, devant l'omniprésence des États-Unis, de la culture américaine, comment voulez-vous qu'un pays comme le Québec puisse se défendre? Le cinéma est omniprésent, le cinéma américain, la musique américaine, la nourriture américaine. Donc la question, c'est comment éventuellement un Québec souverain ferait mieux qu'aujourd'hui. Je pense qu'il ferait infiniment mieux et aller demander aux francophones hors Québec si le Canada était celui qui leur a permis de rester francophone. Je regrette. Les chiffres sont là pour le parler. C'est malheureux. Avec tout le respect que je dois aux communautés francophones hors Québec, c'est un processus d'assimilation irréversible dans la majorité des provinces, sauf au Nouveau-Brunswick, évidemment. Maintenant, posez-vous la question aussi quand vous dites le cinéma, nos artistes. Comment ça se fait que, je ne dis pas tous les artistes, mais une majorité d'artistes, et pas les moindres, ont pris position très clairement pour la souveraineté. Parce que, à travers nos artistes aussi, se manifeste et se traduit ce que nous sommes profondément. Et ces artistes-là qui ont, au fil des ans, participé, au fond, à cette affirmation du Québec, aujourd'hui aussi sont mûrs pour cette étape-là, parce que eux aussi sentent, dans cet environnement tout à fait particulier qui est le nôtre, qu'il faut rapatrier tous nos pouvoirs. La souveraineté, c'est ça. Rapatrier tous nos pouvoirs pour mieux pouvoir se développer. Voulait parler au début, on va décider entre vous. Il faut que j'ajoute là-dessus. Pour le français et pour la culture française au Canada, c'est en dehors du Québec qu'il se trouve. Renoncer à l'avant-poste, c'est admettre que maintenant, c'est au Québec qu'il sera. La ligne de front est animée par les francophones hors Québec. Ils ont besoin de l'appui des francophones du Québec. C'est Lucien Bouchard. À quelle année? Ils vont être mieux soutenus par un Québec souverain. À quelle année, il a dit ça? Les francophones hors Québec vont être mieux soutenus par un Québec souverain. Quand il faisait la promotion, quand il était fédéraliste, il faisait la promotion de la loi sur M. Bouchard a essayé le beau risque. Il a été au bout de la tentative de réformer le fédéralisme. Il en est venu à la conclusion qu'on connaît aujourd'hui. Donc, de faire une citation de Lucien Bouchard alors qu'il était encore en train de réformer le fédéralisme, je trouve pas ça tout à fait rigoureux, monsieur Charest. Non, mais c'est très rigoureux. De Mme Foula pour avant de passer à une autre question. Citation pour citation. Quand on parle du pouvoir au niveau de culture, on parle du pouvoir de dépenser, et c'est vrai. Nous avons besoin du pouvoir de dépenser, et je vais vous le dire, de circonscrire le pouvoir de dépenser, et c'est ça la discussion actuelle. Mais je vous le dis, les Américains veulent pas, au niveau de la réouverture de l'ALENA sur les industries culturelles, c'est menaçant. Vous réclamiez la Alors, madame, ma prochaine invitée, Mme Nancy Lavoie, est présidente de... Paul Martin accuse le camp du oui d'avoir déformé les propos qu'il a tenus hier à Québec. Paul Martin déclarait qu'un oui au référendum allait menacer 1 million d'emplois liés à l'exportation. Ce matin, il a tenu à s'expliquer. Et le fait que Lucien Bouchard et Jacques Parizeau essaient d'esquiver au débat de fond, c'est-à-dire nos échanges commerciaux avec nos partenaires, puis qu'est-ce qui va arriver, puis essayer de dire que là, j'ai parlé de perte de job, là, ça ne marchera pas. J'ai pas parlé de perte de job, j'ai parlé d'une menace, des jobs qui seraient affectés par un changement fondamental dans les échanges commerciaux du Québec. Et le ministre des Affaires municipales, Guy Chevrette, a réagi à cette controverse des chiffres qu'a suscité le ministre Martin. Pas des serviteurs, nous, des constitutions. On n'est pas ici pour se prosterner devant les constitutions. Ils sont là, ces constitutions-là, ces documents-là, et comme toutes les autres institutions, pour nous servir, et les Québécois. Alors, d'où la question, en quoi la souveraineté est-elle nécessaire quand on entend ce discours-là? Moi, je trouve ça, hein, on se retrouve quasiment en Absurdistan. Comment peut-on penser que la culture et la langue d'un peuple va être mieux défendue, hein, qu'on va mieux en faire la promotion par le biais d'un gouvernement et d'institutions et d'un parlement où ce peuple est minoritaire?
et non pas plutôt par les institutions, le gouvernement et le Parlement, où il est majoritaire, c'est-à-dire celui du Québec. Là, je ne comprends pas ça, je reviens à la question de M. Delisle. C'est complètement absurde de s'imaginer qu'à la culture québécoise, la langue française au Québec va être mieux défendue par un gouvernement où on est minoritaire. Le nom est oui, rapidement, avant de passer à l'absurde. Non, parce que nous, ici au Québec, non seulement nous avons les moyens pour le faire, le système est perfectible, mais nous avons les moyens pour le faire. À preuve, au niveau de réclamez-vous tous les pouvoirs? Oui, à preuve, au niveau de l'industrie du livre, par exemple, où on est passé de 300 titres à 4000, au niveau du disque, par exemple, où on a doublé notre production de disques, au niveau du cinéma, par exemple. Donc, on l'a fait. Mais alors, je vous suis obligé de vous interrompre. On va faire une courte pause et puis on reprendra tout ça. A mis absolument à mettre fin à un mythe entretenu depuis fort longtemps par les tenants de la séparation. Il présente le reste du Canada comme un bloc monolithique parlant d'une seule voix. Et rien n'est plus faux. Le Canada n'est pas comme l'ancienne Tchécoslovaquie, composé de 2 républiques aux contours clairement définis. Le Canada est une fédération composée de provinces qui ne sont pas homogènes et dont les intérêts varient énormément. Le Canada, avec le Québec, forme un pays. Personne ne sait ce qui en resterait du Canada sans le Québec. Nous devrions savoir que le reste du Canada n'est pas un pays. Qui a le mandat dans ce dossier pour parler au nom du soi-disant reste du Canada? Est-ce que ce sera le Parlement et le gouvernement du Canada avec une représentation du Québec à 25 %? Compte tenu de l'étendue des conséquences de la séparation pour chacune des provinces, rien ne porte à croire qu'il serait disposé à donner carte blanche au gouvernement fédéral pour établir les termes de la dissolution de leur pays. Qui peut prévoir les réactions des 9 autres provinces canadiennes? Et encore moins, qui peut prédire que les provinces restantes arriveraient à établir un consensus? Et ça, contrairement à ce que prétend M. Parizeau et son magicien, ce n'est pas simple. A referendum-related hate letter sparks outrage in the Jewish community. The No forces packed the Palais des Congrès. And 4 injured in a bomb blast at Bois de Pignon. Good evening. A hate letter has sparked calls for caution among members of Montreal's Jewish community. The letter is a 1-page document of hate and threatened violence. Chris McDermott reports it has sparked immediate outrage. The letter was received earlier this week by a member of Montreal's Jewish community. It begins by informing the recipient that as a member of that community, they are part of the first group of 1,000 Anglo invaders who will be executed if the forces of freedom are defeated in the referendum. It goes on to talk of no supporters as the enemies of liberty and speaks of widespread executions. The letter sparked swift reaction from the Canadian Jewish Congress. We recognize that there are lunatics in the society that will seek to try to intimidate members of communities or persons who are of different political persuasion. And Jed Wab says that even though his organization is not intimidated by the letter, it is taking it seriously. Seriously enough to have it turned over to a police investigation. it's important not to treat it lightly, but at the same time, we are confident that the police investigation is something that we can count on in determining who the responsible party is for this. Police spokespeople would not comment on the letter. Its closing sentence reads, "The manner and time of your execution will not be communicated to you. It is useless to try and flee. One of our agents has been assigned to your permanent surveillance." The letter is signed by the Secretary General of an organization called the Directorial Council of the Quebec Insurrection. A return address on the envelope does not exist. Chris McDermott, Pulse News.
Meanwhile, it was a big night for the No campaign. Some 3,000 businessmen packed an exuberant rally at the Palais des Congrès, and Cynthia Drummond was there. Such visible emotion is rare. Chers amis, l'enjeu est d'une exceptionnelle gravité. Et pensez-y bien avant d'aller voter. Encouragé par le dernier sondage Croppe la Presse qui donne une petite avance au oui, toute la journée, Lucien Bouchard a demandé aux Québécois de lui donner un mandat fort. Ce soir, en Beauce, devant une assemblée de plusieurs centaines de partisans, il a consacré tout son discours à répondre à Jean Chrétien, d'abord sur la question de la perte du passeport canadien. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura un passeport québécois! Ça va être une belle chose que le passeport québécois. Ça va être le symbole de ce qu'on est, le symbole de notre peuple, le symbole de notre État, le symbole de notre identité. Puis on va être bien reçu partout avec un passeport québécois. Vous savez, faut pas se savoir par le mystique des passeports. Ceux qui ont voyagé, puis il y en a beaucoup ici, puis les gens de la Beauce, ça voyage pas mal. Vous savez très bien quand on arrive à n'importe quel aéroport international, qu'on est en file pour passer le poste frontière, tout le monde a son petit passeport dans sa main de toutes les couleurs du monde, puis ils passent tous les passeports, quelle que soit leur couleur, parce que tous les pays qui les émettent sont des pays souverains, donc respectés comme tels, donc des pays égaux, donc des pays qui ont le droit de citer partout dans le monde. C'est le Québec qui aura le droit de citer partout dans le monde avec le passeport que nous porterons fièrement, le passeport du Québec. Nous savons que certains Québécois et Québécoises voudront obtenir un deuxième passeport. Vous savez que c'est une chose qui se fait couramment. Il y a beaucoup de gens qui ont le passeport de leur citoyenneté première, du pays dont ils font partie, mais qui, soit par des mariages, soit autrement, se qualifient pour obtenir le passeport d'un autre pays, parce qu'ils répondent aux exigences de l'autre pays. Et les lois qui sont émises par ces pays-là sont en général les mêmes. Il y a une loi pareille à Ottawa. Et en vertu de la loi qui existe à Ottawa présentement, les Québécois qui auront leur passeport québécois, s'ils le veulent, il y en a certains qui pourront le vouloir, on ne va pas le reprocher, pourront avoir deux passeports, un deuxième passeport d'Ottawa, en vertu de la loi existante, comme Ottawa le fait pour tout le monde dans le monde entier. Ce que M. Chrétien a laissé entendre aujourd'hui, c'est qu'il se réserve le droit, après un oui, de passer une loi spéciale qui dirait que les privilèges de double citoyenneté canadienne en vertu de la loi actuelle, s'appliqueront aux gens de tous les pays du monde, aux Américains, aux Français, aux Espagnols, aux Portugais, aux Grecs, aux Turcs, aux Français, aux Allemands, aux Soudanais, aux Pakistanais, à tout le monde, sauf au Québec. Vous pensez que le Canada anglais va oser adopter une loi pareille? Vous pensez que le Canada anglais va oser se mettre au banc des nations en singularisant le Québec par amertume? Non! L'amertume est peut-être dans le cœur de certains politiciens fédéraux, mais pas dans le cœur du peuple canadien-anglais, qui est un peuple pacifique, qui est un peuple démocrate et qui respectera le verdict du Québec le 30 octobre. Monsieur Chrétien, dans son énumération de ce qu'on perdrait si on votait oui, a fait quelques omissions. Il a oublié de nous dire qu'on va perdre nos sénateurs. Pensez-y, on n'aura plus de sénateurs. Ça, c'est pas drôle. Mais moi, je trouve que c'est pas si pire que ça, finalement, pour eux autres, les sénateurs. Non, c'est pas si pire. Au lieu de mal dormir dans un siège à Ottawa, ils iront dormir dans leur lit comme tout le monde au Québec. Ils pourront, vous savez, ils pourront tous mettre fin à ce dur combat qu'ils livrent au sommeil, devant les caméras de télévision. Essayez ça, vous autres, être assis sur une chaise, vous endormir terriblement, les yeux qui vous tombent, des paupières de plomb, puis lutter avec courage pour relever les paupières parce que les caméras sont là. Ça prend du courage, ça, monsieur. C'est fatigant à la fin.
On va délibérer de ça, les sénateurs. Il y a une promesse qu'on va se faire. Il y a une promesse qu'on va se faire. Il n'y en aura pas de sénateurs d'un Québec souverain. Il n'y en aura pas de ça. Il y a une autre chose qui a oublié de nous dire qu'on aurait pu aussi. On aurait pu payer de taxes fédérales. Il a oublié de nous dire qu'on serait puni parce qu'on pourrait plus envoyer 30 milliards par année à Ottawa de nos taxes pour qu'ils le gèrent pour nous autres, qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec, qu'ils l'investissent et qu'ils le réaffectent au Québec en fonction de leurs intérêts, de leurs priorités, contrairement souvent à nos besoins, pour neutraliser l'efficacité de nos programmes, pour se dresser contre le gouvernement du Québec, pour traiter par-dessus la tête du gouvernement du Québec, par-dessus la tête des municipalités souvent. Non. Pas payer de taxes à Ottawa, ça va être une sacrée... Raymond Giroux, dans Le Soleil, qui déplore l'attitude de Jean Chrétien dans la campagne, dont son passage à Québec aujourd'hui. Il la déplore en disant que c'est une attitude irresponsable et dangereuse pour sa propre option. Oui. En fait, il dit que si M. Chrétien était vraiment responsable, là, il réagirait, il offrirait quelque chose aux Québécois, des perspectives nouvelles, mais non. Et Raymond Giroux rappelle que les Québécois, et ça, les sondages le démontrent,